Tout d'abord, je tiens à vous saluer et vous remercier de l'accueil que vous me faites dans la Société des Arts de Genève. De quoi va-t-on parler ce soir? De cybersécurité, mais pas que. Je ne vais pas vous embêter avec de la technologie en vous disant, en vous peignant le diable sur la muraille, en vous expliquant quelles sont les menaces qui vous guettent à chaque coin de rue. Parce que ça, il y a les médias qui s'en chargent très bien et ce n'est pas forcément mon propos. Je vais commencer par quelque chose de quelqu'un qui œuvrait dans le domaine de la pédagogie, pas très loin d'ici, en bas, à la place de Neuve. Un certain Émile Jacques Dalcroze, qui parlait de sa pédagogie autour de la musique et qui disait « Le but de l'enseignement, de la rythmique, est de mettre les élèves à même de dire à la fin de leurs études, non pas « je sais », mais « j'éprouve », et ensuite de créer en eux le désir de s'exprimer. Pourquoi je prends cette citation de M. Jacques Dalcroze? C'est parce qu'en fait, le plus grand des défis que nous avons aujourd'hui en cybersécurité, ce n'est pas de la technologie, c'est le facteur humain. Alors, pendant ces derniers jours, j'ai cogité de quoi est-ce que je pourrais bien parler, comment est-ce que je pourrais l'aborder. Et hier, malheureusement, l'actualité m'a rappelé un point essentiel, le facteur humain. Vous avez tous entendu parler du drame qui s'est déroulé à Bremgarten où une pauvre recrue a perdu la vie. On ne sait pas quelles sont les circonstances, mais on sait une chose, il y a bien de la technologie qui était impliquée, mais c'est le facteur humain qui est le facteur prépondérant dans ce genre d'accident. Et en cybersécurité, c'est la même chose, et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Mais aussi, on va parler de pourquoi le facteur humain et dans quelle dimension. Aussi bien dans le facteur déclencheur, pourquoi est-ce qu'on s'attaque au facteur humain, mais également dans la partie pédagogique, comment est-ce qu'on forme et l'on place les préceptes de cybersécurité au sein de la société parmi vous. Et pourquoi le 9e art? Pourquoi est-ce que la bande dessinée dans tout ça est un outil essentiel dans la sensibilisation à la cybersécurité? Effectivement, je suis l'associé gérant de Sémaphore Conseil. Qui est cette charmante société qui s'appelle Sémaphore Conseil? Sémaphore Conseil, ça veut tout d'abord dire de la sécurité, du management, de la formation. Mais ce n'est pas tout. C'est la plus vieille société de conseil en cybersécurité de Suisse. Elle a aujourd'hui plus de 32 ans d'existence. Je me suis occupé d'un bon nombre de projets, tant sur des aspects de système d'information que des aspects cybersécuritaires, que ce soit pour l'État de Genève, la Banque cantonale de Genève, des sociétés de services comme Darest, des banques telles que le Crédit Suisse, ING, BNP Fortis, mais également des grands opérateurs comme Swisscom ou Deutsche Telekom. Et pas seulement à Genève, mais également à travers le monde. On va parler juste un tout petit peu, avant de passer dans la cybersécurité, qu'est-ce que l'informatique? Et pas sur de la technologie, Microsoft, des bases de données, du web, etc. Mais sur deux principes de base, deux principes essentiels. Le premier, et qui est déterminant dans la cybersécurité, c'est la donnée. C'est ça qu'on traite. C'est de ça qu'on parle, mais cette donnée, elle a des propriétés en termes sécuritaires. On parle de confidentialité, on parle d'intégrité et on parle de disponibilité. Ce sont trois des critères de base qui servent à déterminer la sécurité qu'on doit appliquer à une donnée. Est-ce que cette donnée, elle est secrète? Est-ce que cette donnée, elle doit rester telle qu'elle est? Est-ce que cette donnée doit être accessible à tout moment? Ce sont les trois questions de base. Et là-dessus viennent s'ajouter une autre dimension, qui est la transaction. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on accède et comment est-ce qu'on travaille la donnée, également dans une dimension sécuritaire, en disant la transaction,
Elle doit être unique. C'est-à-dire qu'on peut l'identifier, elle n'est pas réversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la répudier. C'est un petit peu comme si moi, je viens et je vous donne un recommandé et vous signez. Quand vous recevez ce recommandé que vous avez signé, vous ne pouvez pas dire « Ah non, moi, je ne l'ai pas reçu ». Votre signature fait foi de la réception. Et également l'authenticité. C'est pour ça que, par exemple, on a un service à Honnay qui s'occupe de valider les signatures de documents, où on authentifie la signature d'un document, l'auteur du document, vis-à-vis de pièces d'identité qui ont été certifiées par l'État. C'est la même chose en informatique, et c'est ces deux éléments-là qui constituent le fondement de toute la démarche sécuritaire, mais également toute la démarche de construction des systèmes d'information. Quand on parle de cybersécurité, on parle de trois choses. De technologie, de processus et de personnes. Et tout au long de la démarche, la personne, elle est au centre. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'un système, il interagit avec l'humain. Il n'est jamais en dehors de l'humain. Je peux vous citer un exemple. Un parti politique a décidé de faire un système de vote électronique pour montrer l'exemple d'une démocratie qui pourrait se passer sur Internet. Ils ont fait une cathédrale technologique. Mais voilà, le facteur humain a fait capoter tout le processus parce que la chancellerie du parti n'a pas respecté les processus qui avaient été mis en place. Et donc, la fiabilité du système de votation, l'intégrité de ce système a été remise en question, poussant à l'abandon de cette technologie. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas pris en compte l'ensemble des facteurs. Après, il est clair qu'il y a différentes disciplines dans la cybersécurité, que ce soit la protection des données, la sécurité des réseaux, la sécurité opérationnelle, la reprise sur incident et la continuité des opérations, et enfin, la forensique. Ce sont ces ensembles de disciplines qui permettent aujourd'hui d'assurer la cybersécurité de tout un chacun. C'est extrêmement complexe. Ce sont des corps de métier qui sont très développés. Mais dans tout ça, on a quand même un problème. C'est que les données dont on parlait tout à l'heure, elles ont une valeur aujourd'hui. Et cette valeur, les criminels, ils s'en sont bien rendus compte. Et ils font du chantage vis-à-vis des sociétés, vis-à-vis des personnes privées. Ils volent des données pour les revendre, pour faire de l'argent. Ou encore, ils vont détruire des systèmes, comme on l'a vu par exemple chez Tesla en Allemagne, pour empêcher la production de batteries. Donc, on a vraiment un spectre très large d'emprise au niveau de ce qu'elle a donné et ce quelle est sa valeur. Je vais vous poser une question. Qui aujourd'hui ici a une carte Cumulus ou une Supercard? Non, vous n'avez pas besoin d'avoir honte et de vous planquer comme ça. C'est simplement une question de valeur. Vous pensez que le portefeuille de données qui est lié à votre identifiant vaut combien? Par personne. Combien? 50 francs? 500 francs? 1000 francs? Aujourd'hui, de base, un grand lessivier, on ne va pas parler d'un nom, va aller voir la Migros ou la Coop et va demander des échantillons de ce portefeuille de clients pour environ 750 à 1000 francs par personne. Donc, imaginez ce qu'un Google, Facebook et les autres des réseaux peuvent faire avec vos données.
Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui en termes de business, la valeur de votre patrimoine informationnel? Il est énorme. Mais maintenant, si on parle de votre patrimoine informationnel à vous, en termes numériques, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez des albums photos numériques? Est-ce que vous avez des documents d'archives numériques? Est-ce que vous avez votre travail sous forme numérique? J'ai deux questions. Qui procède à des sauvegardes complètes et régulières de ces données? C'est déjà bien. Est-ce que vous avez vos données ici sur vous, en copie? Sont-elles sécurisées contre le vol physique? Ouais. Là, c'est un disque dur à lecteur d'empreintes digitales. Je suis le seul à pouvoir y accéder, et ça, c'est un de mes backups. Mais c'est un exemple de mesure préventive qu'on peut prendre pour se prémunir de ça. C'est très bien de faire des sauvegardes du moment qu'elles sont régulières et du moment qu'on peut en tirer parti. Je vais vous raconter une autre petite anecdote. Je me suis occupé de projets de crypto-finance et de crypto-minage, donc du Bitcoin. Et on a eu un problème parce qu'un des logiciels a changé. En fait, un des portefeuilles sur lesquels on avait des bitcoins était devenu inaccessible. Parce qu'on a réussi à faire des sauvegardes régulières, on a pu récupérer ce portefeuille de crypto-monnaie. Et ce portefeuille de crypto-monnaie, en fait, m'a servi à investir dans Sémaphore Conseil. Donc, oui, les sauvegardes, c'est essentiel. Et ça peut vous sauver la vie. Maintenant, on parle de criminalité. Et on a deux visions antagonistes du facteur humain. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde physique, et je pense que là, je casse un tout petit peu le mythe, si je vous le demandais à l'aveugle, on m'aurait dit 80% c'est du facteur humain pour du cambriolage. La réalité, j'ai pris quand même un échantillon statistique grand, je me suis occupé pour ça des États-Unis. En réalité, le facteur humain, déclencheur d'un vol, d'un cambriolage, n'est qu'une part infime en termes d'événements criminels. Ce n'est que 35%. Mais par contre, en cybersécurité, on est à l'opposé du paradigme de la sécurité physique, et on va parler après pourquoi. On est à 85% du facteur humain, dire la cible, c'est pas de la technologie, c'est pas le firewall, c'est pas l'antivirus, c'est pas les contre-mesures technologiques qu'on va mettre en place qui sont la cible, c'est vous et moi. Et on va aller là-dedans un tout petit peu, on va développer ça pour voir de quoi il en retourne. Mais pour illustrer le propos, je me suis dit qu'une petite BD, ça pourrait vous intéresser. Donc je vais vous laisser quelques instants pour passer au travers de ces quelques de cette planche qui parle justement de cette problématique de l'équilibre entre la technologie, les personnes et les processus. Je vois quelques sourires se dessiner.
Pourquoi est-ce que je vous partage cette planche? On illustre quoi avec cette BD? Qu'en fait, non, exact. Et quelqu'un d'autre qui a une proposition? Aussi. Et en fait, on a une croyance, une fois qu'on a une technologie, on a une réponse absolue. Prenez l'exemple de la voiture. Est-ce que le fait d'avoir les airbags, les antidérapants, le système de pilotage semi-automatique, etc., est-ce que ça rend la voiture plus sûre? Non, parce que le conducteur se défausse de son rôle. Il dit, ouais, la technologie, c'est bon, moi, je tiens d'une main, et puis j'ai mon smartphone, et puis je me polish les ongles, et puis je lis le journal en même temps que je bois mon café. Il n'y avait pas besoin d'avoir une voiture très sécuritaire pour ça. J'ai été témoin d'un truc incroyable un jour à Rome. Un brave monsieur, sur le périphérique de Rome, la stampa ouverte comme ça, son expresso dans la main, et il tenait encore le volant, et il zigzaguait dans le trafic romain. Alors pour ceux qui connaissent le trafic italien, c'était une prouesse, mais c'était probablement l'exception qui confirmait la règle. On ne peut pas conduire en étant en train de lire le journal, boire son café, c'est un peu risqué. Maintenant, quand on parle de sécurité, on parle de gestion des risques. On parle de menaces, on parle d'analyse de risque. On le fait naturellement, ou on le fait de manière plus systématique quand on est une entreprise. Mais qu'est-ce qui vient dans le hit parade? Ce sont 4, 5 typologies de menaces qui sont les malwares, qui sont les attaques basées sur le web, les injections à travers des applications web, le phishing et le déni de service. Les uns et les autres sont toujours des vecteurs d'attaque pour arriver à sa fin, qui est d'aller chercher de la donnée, la rendre inaccessible, la voler ou la prendre en otage. Et donc, on se retrouve dans un système où, en fait, il faut un déclencheur autre que technologique. Et qu'est-ce qui reste? Vous, moi. Vous êtes la cible des cybercriminels. Pourquoi? Parce que dans le facteur humain, il y a une multitude d'aspects qui font que la personne est rendue vulnérable. Les habitudes, le stress, l'urgence, le fait que vous n'êtes pas forcément des docteurs en sciences de système de l'information et vous n'avez pas un diplôme de l'EPFL en cybersécurité. Donc, résultat des courses, vous utilisez un outil parce qu'on vous dit de l'utiliser ou qu'on vous y contrat sans vous former. Et vous vous retrouvez face à des choses qui vous paraissent abscondes, complexes, opaques et qui provoquent beaucoup de soucis. Et aujourd'hui, les menaces principales, c'est la prise d'otage, le vol de données par impersonnation, le vol à l'astuce avec les manipulations, par exemple l'arnaque au président, où on va vous envoyer une demande en disant « il est urgent de payer cette facture », parce que si, parce que ça, et autres. Ou encore, on va vous exploiter, on va vous attaquer pour aller attaquer quelque chose d'autre. Par exemple, on va prendre en otage votre PC pour en faire un relais
pour ce qu'on appelle les réseaux de zombies. Bon. Les réseaux de zombies, ou les botnets, vous préférez. Et ça, ce sont des éléments, technologiquement, on sait y répondre, et on casse l'attaque, mais aujourd'hui, on passe outre ces barrières technologiques pour aller vous chercher, vous, pour déclencher l'attaque. Comme ça, les systèmes de sécurité sont pris en défaut. Maintenant, on va parler de bonnes pratiques au quotidien. On va parler de la cyberhygiène. On va pas dire, OK, il faut mettre en place des mots de passe, gérer ses accès, etc. Et puis, on peut vous faire peur en montrant un tableau comme ça. Oui, il y a de quoi quand même commencer à se poser quelques questions. Pourquoi est-ce qu'on vous dit de mettre des mots de passe longs, compliqués? C'est pas pour plaisir sadique d'un administrateur de sécurité quelque part dans un sous-sol d'une grande administration ou d'une grande entreprise. Malheureusement, la réalité veut qu'aujourd'hui, on sait casser du mot de passe rapidement, voire instantanément, sur un très large spectre. Et on a des techniques d'approche, si on identifie certaines cibles, où on ne peut encore déjouer ces pronostics-là, parce qu'on va aller faire des analyses sur les réseaux sociaux de votre personne, de ce que vous aimez, de ce que vous lisez, de la façon dont vous vous comportez. Et on a des spécialistes dans le darknet qui vendent leur savoir-faire pour construire un profil de craquage de mots de passe. C'est-à-dire que pour chaque personne, on peut construire ça. Résultat des courses, on se retrouve avec un accès quasi instantané à des ressources si, par exemple, on ne met pas en place ce qu'on appelle une identification à deux facteurs. C'est-à-dire d'utiliser un petit device comme celui-là ou d'avoir un système de génération automatique de clés qu'on va rajouter à la procédure de contrôle d'accès de vos sites favoris. Que ce soit la Migros, que ce soit la banque, que ce soit les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que tout simplement que aujourd'hui, la puissance technologique, elle est telle qu'on peut industrialiser les attaques. Et quand je dis industrialiser, c'est un point où on a des marchés de la sous-traitance d'attaques informatiques. C'est-à-dire que je vais aller faire mon shopping sur le darknet en prenant un bout d'une attaque de phishing, un bout d'une attaque de malware, des adresses de personnes qui pourraient être des bonnes cibles. Vous savez, ces gens qui, sur les réseaux sociaux, copient-collent des annonces en disant « Attention, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». Eh bien, ce copier-coller-là, il est récolté par des robots qui identifient ces personnes et qui enrichissent les dossiers qu'ils ont sur ces personnes en disant « Ces personnes sont malléables et sont des cibles potentielles pour des cybercriminels ». C'est-à-dire que ces mêmes que vous voyez passer sur les réseaux dans lesquels on vous demande de faire une action, ben en fait, c'est un ticket de qualification pour le grand marché de la cybercriminalité. C'est comme ça qu'on identifie les victimes potentielles pour des cyberarnaques. C'est clair, tout ça, on le fait pour une seule chose. En tant que cybercriminel, c'est pour faire de l'argent. C'est pas pour autre chose. Et cet argent, ce sont des gens qui sont extrêmement pragmatiques qui le font. Quelqu'un lit la BD, c'est bien.
Est-ce que derrière, vous arrivez bien à lire le... D'accord. Ce sera disponible de toute façon avec le replay. Je peux... J'ai parlé tout à l'heure de cyberhygiène. En fait, la cyberhygiène, c'est la discipline qui prend en charge les personnes en termes de cybersécurité. C'est là où on va développer les techniques pour se prémunir d'être la victime. Il n'y a pas énormément de choses à faire, c'est des choses très basiques. Gérer son mot de passe, ses mots de passe, parce que c'est pas de mettre un seul mot de passe, c'est gérer sa messagerie, identifier les messages malveillants, c'est prendre soin de son poste de travail et de ses appareils mobiles, c'est, on parlait tout à l'heure de support de données, faire ses backups et de les avoir sur soi. Et enfin, c'est son comportement dans le cyberespace, au sens large du terme, sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. L'exemple qu'on peut avoir, et malheureusement, c'est quelque chose que les assurances ont très bien compris, si vous annoncez que vous partez en voyage sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vos assurances vol vont se désengager vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des robots, hein, ils surveillent, ils savent ce qui se passe et puis ils collectent l'information. Il ne faut pas croire qu'ils sont passifs et qu'ils ne voient rien. Mais s'ils voient ça et que vous faites cambrioler, eh bien tout simplement, qu'eux vont dire, mais écoutez, vous avez annoncé, vous avez mis un grand drapeau en disant, mais moi je ne suis pas là. À toute chose égale, un criminel, il sait prendre un annuaire, voir la personne, trouver la personne, voir où elle habite, et débarquer. Quand elle sait que vous êtes à l'autre bout de la planète, elle peut avoir le temps de le faire. Malheureusement, c'est une technique connue. Simplement en mettant des photos que vous êtes vous êtes en Australie. Ouais, regardez, c'est le coucher de soleil aujourd'hui, là, maintenant, à Perth. Oui, bien sûr. Mais le fait qu'il y ait ça, que vous le publiez à ce moment-là, qu'après vous avez la photo du restaurant auquel vous êtes allé la soirée. Ah ben ça, après, les criminels vont faire ce qu'il faut. Mais dans l'absolu, vous risquez quand même, vous avez un risque beaucoup plus élevé de vous faire cambrioler quand vous publiez ce genre de photos à ce moment-là. C'est pour ça que beaucoup de personnes, aujourd'hui, font leurs photos de vacances, mais ne les publient pas là, dans l'instant, mais vont attendre 15 jours de revenir à la maison et de publier après. Pourquoi ? Parce que de un, votre assurance, elle ne va pas vous dire vous avez affiché comme quoi vous étiez absent. Et deux, ça vous permet aussi, vous, de contrôler ce que vous voulez raconter de votre vie. Et ça, c'est important. Gardez la maîtrise de l'information. Le sujet de l'encryption des données, c'est un sujet qui est malheureusement complexe et simple. Complexe dans le sens qu'on vous vend quelque chose qui n'est pas forcément le cas. Je vais prendre un exemple. On vous dit la connexion au site web est sécurisée par du HTTPS. Pendant plusieurs années, les clés d'encryption de tous les serveurs web de la planète étaient disponibles. Donc on pouvait casser toute connexion à tout serveur web sécurisé, à tout moment. Donc, oui, on sait faire, mais non, ce n'est pas une panacée. Pourquoi ? Parce que, de un, c'est de l'encryption civile, il y a des vulnérabilités, une faiblesse qui a été décidée par des gouvernements, et donc tout ce que vous utilisez a une limite de résistance qui est faite intrinsèquement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des accords qui existent, qui sont le traité de Wasmar,
contre la prolifération des armes technologiques. Et l'encryption, qui est sérieuse, est considérée comme une arme de guerre aujourd'hui. Donc, en fait, vous avez une version très édulcorée qui est disponible au niveau du grand public. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, la cybercriminalité, c'est une industrie. Et ces gens-là disposent de moyens qui sont absolument faramineux en termes de ressources. Donc, c'est un jeu très asymétrique. Mais le but, il est d'augmenter le coût d'opportunité. C'est-à-dire que la cyberhygiène, elle n'est pas faite pour vous protéger et rendre cela totalement imprenable. On n'est pas à Genève avec des fortifications à Vauban et des canons partout. Mais c'est d'avoir une porte solide devant sa maison, avec un bon verrou, de façon à ce que le criminel, il va essayer de secouer la porte. Il va voir qu'elle est bien fermée. Il va aller à la suivante. Parce que tout simplement que ça lui coûte trop cher. Et c'est le but de la cyberhygiène et de la sensibilisation que de vous permettre de faire ça. Je vous laisserai le regarder un petit peu plus tard. Là, on parle effectivement de l'exemple des vacances. Et vous pourrez le consulter, et ça exemplifie ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va passer maintenant à la partie facteurs humains. Pourquoi? Parce qu'en fait, les facteurs humains, ce sont les éléments qui sont le moteur de toutes les attaques qui sont dirigées vers vous. On peut le voir de deux façons. La façon du comportement récessif, que vous voyez là, les moteurs, ou dans une deuxième étape, on va voir les préceptes qui sont utilisés pour actionner ces moteurs. Et il y a des éléments qui sont malheureusement très ataviques. On va commencer par le dernier, la crainte de l'erreur. C'est quelque chose qui, en Suisse, par rapport à l'informatique, est un frein. Un frein qui est absolument calamitique. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, on a une culture de la perfection. On arrive à l'heure, on fait des montres qui sont d'une précision et d'une finition extraordinaire, on fait des instruments d'écriture qui sont parfaits, mais on ne veut pas être pris en défaut. Notre qualité, c'est une marque de fabrique suisse. C'est notre raison d'être. Et de l'autre côté, on a l'aversion au risque. En Suisse, on est une société de peureux. On déteste le risque. On aime bien notre sédentarité, notre confort, et on ne veut pas se déplacer. Et en fait, c'est déjà un des premiers moteurs du facteur humain, la crainte de l'erreur. Le deuxième facteur humain qui est très marqué, et on le voit surtout chez les décideurs, voire même par rapport à soi-même, de dire est-ce qu'on est capable de reconnaître nos limites? On n'aime pas être pris en défaut. On n'aime pas montrer qu'on n'a pas forcément confiance en soi. On n'aime pas paraître incompétent. Et pourtant, on est face à un domaine, l'informatique, où la limite, elle est quotidienne. Je ne vais pas pouvoir dire que je connais tout. C'est impossible. La foultitude de technologies, la vitesse à laquelle elles se développent, pour suivre ça, mais vous n'avez pas le temps en 24 heures. Si vous vouliez le faire, vous ne pourriez pas. C'est impossible. Donc oui, on est dans un environnement qui est antagoniste à ça. Et ensuite de ça, on a
Un autre biais culturel, celui-là il est moindre en Suisse, mais quand même, c'est la peur de perdre la face. Le qu'en dira-t-on? La culture de l'aveu de l'erreur, la protection de l'image de soi. C'est beaucoup plus marqué dans les sociétés asiatiques, mais ça existe aussi un tout petit peu chez nous. Et ça fait que c'est un creuset où les cybercriminels vont puiser et vont appuyer sur ces différents éléments pour vous faire plier. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser 6 principes clés pour arriver à vous faire quelque chose. 1, ils vont utiliser l'autorité. Vous avez tous entendu parler du fameux appel d'un helpdesk de Microsoft qui va vous intimer l'ordre de vous connecter à un certain site pour leur donner accès à votre machine. Ou encore le helpdesk de la banque qui vous appelle et qui vous demande votre accès sur une plateforme, forme d'autorité. Il y a l'intimidation. Vous avez tous entendu parler de la fameuse lettre de la police fédérale avec le stempel de la conseillère fédérale et du juge X, la grande cour de cassation du tribunal de Paris, vous intime l'ordre de faire quelque chose. Parce que vous êtes un pédocriminel et donc vous devez payer, sinon vous allez en prison. Il y a ensuite ce qu'on appelle la preuve sociale ou le biais d'appartenance, ou parce que la personne se met en rapport avec vous et dit, écoutez, on a fait l'armée ensemble, chers camarades officiers, croyez-moi, ce placement dans les bitcoins, c'est ce que vous devez faire. Vous avez un biais d'appartenance qui fait que vous avez une prescription pour faire une action qui vient. Et toujours, par rapport au moteur dont on a parlé tout à l'heure, on a appuyé sur certains petits boutons. Et on se retrouve après avec l'urgence, qui est souvent couplée à la rareté. Voici une opportunité d'investissement absolument exceptionnelle. Vous allez avoir 3200% de retour sur votre investissement si vous posez 10 000 francs sur ce compte en Bitcoin d'ici 19 heures. Oui, ça marche aussi. Et enfin, l'affinité, la familiarité, l'arnaque au petit-neveu. Mais c'est aussi un challenge dans la partie de la formation et l'apprentissage à la cybersécurité, à la sensibilisation. Pourquoi? Parce que vous allez vous effrayer. Parce que vous allez avoir peur de ne pas savoir. Ah oui, c'est un gros monstre. Il y a plein de choses très complexes. Donc moi, là-dedans, je ne connais pas. J'ai une complexité préconçue. J'ai peur de ça. Je ne vais jamais être à la hauteur. Accéder à l'information. Oui, c'est pas facile. Je suis d'accord. Et puis, quand c'est compliqué, est-ce qu'on est vraiment motivé à apprendre? Pas vraiment, hein. Rappelle vos cours d'allemand, par exemple. Pas forcément très sympathique. Et puis, où est-ce qu'on peut bien apprendre? En courant entre deux rendez-vous? Pas vraiment facile. Au sein de l'entreprise? Pas vraiment le temps. Et puis après, il y a les facteurs psychologiques, ceux dont on parlait tout à l'heure, qui reviennent. Et puis, il y a autre chose. On n'aime pas avoir un prof qui vous met le nez dans le caca. Excusez-moi du terme. Et en matière d'informatique et de cybersécurité, on a l'impression d'être un petit gamin avec un hochet d'un côté, et puis d'avoir un monstre sacré de l'autre côté qui vous regarde et puis qui, d'une voix profonde, va vous admonester parce que vous avez fait encore une bêtise avec votre mot de passe. C'est pas conduisif à pouvoir améliorer les comportements.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de choses? Parce qu'on doit faire de la sensibilisation, on doit éduquer, on doit améliorer l'accès à l'information, renforcer la motivation, on doit créer un environnement favorable et promouvoir les bonnes pratiques. Et tout ça, il faut le faire en créant des petits moments de cerveau disponibles. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est ce qu'on va voir. Et là, on vient vraiment dans le cœur de la BD. Oui, la BD, on l'a construit, elle est facilement palpable. Vous avez vu tout à l'heure les exemples de BD, ils sont parlants. Vous êtes intéressé. Chacun va le prendre et va se retrouver comme en enfance et sourire. Et pourtant, le sujet de chacune des planches que l'on a produites est important. Il est là pour vous donner des éléments de réponse, mais en vous ayant déconnecté de la situation initiale. Donc, ça vous permet de faire quoi? D'avoir une approche non culpabilisante. C'est plus vous, c'est plus votre niveau de connaissance, de compétence qui est là, qui est en jeu. C'est une identification au personnage de la BD, une empathie qu'on peut avoir pour eux. Donc, une forme d'absorption de la situation d'un point de vue émotionnel. Mais c'est aussi un apprentissage par la découverte et la réflexion. C'est-à-dire que vous entrez dans le fil de l'histoire, votre imagination prend le relais et vous amène à prendre l'histoire, son contenu, et vous l'approprier. Et de là, on a créé un environnement positif et encourageant. Vous avez eu du plaisir à regarder une BD, vous avez appris quelque chose, vous avez passé un moment de détente, pas anxiogène par rapport à un sujet qui, par ailleurs, vous est vendu comme le diable sur la muraille. Donc, on a aussi une facilité d'accès. Vous avez vu, il y a des petites souris, des petits rats, de différents types pendant la BD. Bon, les petits rats et les souris viennent du fait que Jacqueline, ma partenaire, Jacqueline Régnier, qui est la fondatrice de Sémaphore Conseil, a pendant longtemps travaillé dans la recherche et en fait avait des souris et des rats de laboratoire. Et c'est un clin d'œil par rapport à son environnement de travail qu'elle a repris avec le dessinateur Gianfranco Brunetti pour pouvoir vraiment développer cet art. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde cette image, c'est un autre problème. La continuité de l'activité en cas de catastrophe. On en revient à quoi? On en revient à avoir ces données avec soi. Pour l'entreprise, relativement simple. Moi, j'ai des clients, ils ont une copie avec eux, une copie hebdomadaire de l'ensemble de leur système d'information sur des disques durs. Ils prennent avec eux, en cas de catastrophe dans leur société, ils prennent un PC, ils remontent ça en 2 heures, 3 heures, et c'est disponible. J'ai un client dans la pharma, un jour, il est arrivé, le quartier était complètement bloqué, ils avaient une fuite de gaz de cyanure. Ils ne pouvaient plus travailler sur site. Ils avaient tout coupé, l'électricité, les communications et tout. Résultat des courses, il a pris son PC, branché sa copie de son système d'information, remonté la chose, puis il travaillait ailleurs. Donc il a pu assurer la continuité de son entreprise. Mais c'est avec de la préparation qu'on arrive à faire ça, et on ne se retrouve pas sur un banc à crier misère. Maintenant, la BD aussi, elle amène aussi d'autres éléments. Quand vous lisez une BD, vous n'allez jamais perdre la face. Vous avez tous appris à lire, vous avez tous appris à aimer une BD. Vous avez tous lu une BD là, quand vous étiez jeune. C'est un retour en enfance, c'est un moment où vous êtes en sécurité.
où vous êtes bien avec vous-même. C'est aussi un élément où on franchit ses limites. Vous avez peur de reconnaître vos limites. Quand vous lisez une BD, quand vous lisez cette BD sur la cybersécurité, vous n'êtes pas en limite. Vous êtes en train de vous faire plaisir dans un contexte éducatif. Donc, résultat des courses, vous apprenez sans crainte. Et donc, vous ne pouvez pas faire faux. L'informatique, le plus grand ennemi, c'est d'avoir peur de faire faux. L'informatique, à la base, si vous faites faux, vous éteignez, vous rallumez et vous recommencez. Je simplifie un tout petit peu. Mais on ne peut jamais faire faux en informatique. On peut toujours reprendre d'une étape précédente. Claire, il faut éviter de déclencher 2 fois la paye des salariés de la ville de Zurich. C'est peu gênant, mais cependant, on peut rétablir cette situation. Et la BD, elle permet d'exploiter la motivation intrinsèque. Parce que d'avoir du plaisir, d'avoir un moment de détente, tout le monde le cherche, tout le monde le veut. Favoriser l'apprentissage expérientiel, ben oui, avec une BD, votre cerveau, il imagine des situations. Il vous implique dans cette situation par l'imagination. Donc vous gagnez en expérience en disant « Ah, mais j'ai vu ce processus, ce mécanisme dans ce contexte-là. » Donc après, bien évidemment qu'on ne vous donne pas juste la BD, mais vous avez aussi un référentiel de connaissances et d'informations qui viennent avec la BD quand nous on la fournit. Mais vous avez les moyens de vous approprier le processus qui est expliqué dans la situation et donc vous avez la possibilité d'être efficace dans votre apprentissage. Mais on peut aussi renforcer la compréhension et la rétention. Vous m'excuserez de l'enlèvement de l'accentuation. J'ai un correcteur autocratique qui a de temps en temps des velléités d'utiliser l'anglais. Mais de nouveau, quand vous avez cette BD, eh bien, vous pouvez apprendre. Vous avez le temps de rejouer la chose. On ne vous dit pas maintenant, il faut passer à la suite. Vous lisez, vous relisez, vous regardez, vous laissez votre imagination courir le long de la planche, et après, vous allez regarder le matériel de référence. C'est une expérience d'apprentissage. Et puis ensuite de ça, c'est aussi du partage. Parce que quand on a du plaisir et qu'on a le sourire parce qu'il y a un bon gag, eh bien, naturellement, vous voulez le partager. On n'est pas égoïste quand on est de bonne humeur. Donc on partage, et comme ça amène de la bonne humeur, on cross-pollinise, on amène un cercle vertueux d'apprentissage, et de cette façon-là, eh bien, on fait de la promotion de l'apprentissage. Et étant donné que la BD, c'est de la lecture, c'est de l'imagination, c'est de l'action projetée, on s'adapte à différentes modalités d'apprentissage. Ce n'est pas unique à un style d'apprentissage, ce n'est pas que de la lecture. Et donc, le 9e art, il vient au secours de la sensibilisation à la sécurité. Il nous aide à passer les obstacles de la peur, de facteurs humains complexes, pour pouvoir vous donner les moyens de mieux vous protéger, simplement et efficacement. On parlait tout à l'heure de cyberhygiène, ce n'est pas des choses compliquées. On va prendre un exemple pour l'ordinateur. J'ai travaillé à Rome, on avait un projet informatique où on a construit le bâtiment autour des ordinateurs. Et ces pauvres ordinateurs, ils aspiraient de la poussière, comme ce n'est pas permis. J'ai un client, une grande société d'ingénierie qui est basée à Lausanne. Dans la sensibilisation et la formation à l'utilisation des ressources informatiques, ils demandent de manière régulière à leur personnel de passer l'aspirateur dans les ordinateurs. Vous allez me dire, mais pourquoi ?
Tout simplement parce que les ordinateurs, quand ils vont sur un chantier, ils aspirent de la poussière de béton, ce qui encombre le système de ventilation qui fait chauffer l'ordinateur. Donc simplement en passant l'aspirateur, ils augmentent la durée de vie de l'ordinateur et rendent la disponibilité de l'outil plus grande. Bêtement et simplement. C'est une mesure toute simple. Et pourtant, ça contribue à la sécurité informatique de l'entreprise. Et voilà. Je vais vous laisser profiter de cette dernière planche. C'est une avant-première où on parle de deepfake, d'intelligence artificielle et de son influence sur les médias et sur la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux.